Bonjour à tous. Le premier conseil est gratuit sur sur la première page. Mieux vaut être bien accompagné que seul, surtout si vous voulez conquérir les étoiles. Et ça va être un petit peu le thème de cette présentation. Je suis Richard Fresne, donc, et je suis cofondateur de l'agence Tourisque. Juste un petit mot en introduction sur ce qu'est l'agence Tourisque. En fait, c'est un pool de professionnels expérimentés qui partagent deux volontés qui sont chevillées au corps. La première, c'est la volonté de transmettre son expérience, transmettre son savoir-faire. Et la deuxième, c'est d'aider et d'accompagner les entrepreneurs qui veulent construire un monde meilleur, donc un monde qui n'existe pas encore. Voilà quels sont les prérequis pour rejoindre l'agence Tourisque. Voilà, donc c'était important de le partager avec vous et c'est pour ça que l'on opère exclusivement auprès des startups et des entrepreneurs des startups. Voilà en deux mots. Alors, je vous avais dit qu'on resterait dans le domaine des étoiles, on va rester dans le domaine des étoiles. Alors, premièrement, si vous n'avez pas la tête dans le guidon, si les journées ne font que 24 heures et que vous lamentez que c'est beaucoup trop court, si vous n'avez aucun problème de financement, aucun problème de cash disponible, si vous n'avez aucun problème de priorité d'investissement, alors peut-être il vaut mieux vous déconnecter parce que mon propos n'aura pas d'intérêt pour vous. D'un autre côté, si vous n'avez aucun de ces problèmes-là, je ne suis pas sûr que vous soyez un start-upper. Donc, on peut espérer que vous les avez. Et dans ce cas-là, je vous invite à rester connecté parce qu'en fait, l'objet de cette présentation va être de vous présenter comment gagner du temps, comment gagner de l'argent et d'accélérer votre chemin vers la conquête des étoiles. Je vous laisse lire, hein, je ne commande pas. Normalement, il y avait Alban qui est censé chanter le générique derrière de la guerre des étoiles, mais elle s'est fait porter pâle, donc vous n'aurez pas la bande-son. Voilà. Alors, en quoi, comme vous le voyez, il y a une arme secrète que Schoolab et que je vais essayer de vous présenter. En quoi cette arme secrète va vous permettre de gagner du temps et de l'argent dans votre conquête des étoiles? En fait, ce qu'on va faire, c'est vous donner les ingrédients essentiels à la réussite de votre projet. Et ces ingrédients, vous allez pouvoir les acquérir à une vitesse hypersonique. Alors, c'est quoi les ingrédients? La première, c'est l'expertise et l'expérience. Par définition, vous êtes un fondateur, vous êtes deux fondateurs, vous êtes trois associés, vous êtes 4 personnes dans l'entreprise. Vous n'avez pas forcément toute l'expérience et l'expertise dans tous les domaines dont votre start-up a besoin. Et si vous voulez l'acquérir, ça peut être relativement coûteux. Ça peut être très coûteux en cash. Si vous êtes passé sur un portage de salariat, ça peut être très coûteux en equity. Si vous attirez les talents, l'expérience et l'expertise qui manquent pour le moment à votre entreprise au travers du don, du don d'action d'equity pour vos collaborateurs. Donc, la première chose que va vous permettre cette arme secrète, c'est d'avoir de l'expertise et l'expérience qui vous manquent à vitesse grand V, c'est-à-dire immédiatement disponible. Le deuxième, c'est la visibilité pour votre entreprise sur le marché et la légitimité que vous pouvez avoir. Visibilité et légitimité que vous pouvez avoir auprès de vos prospects éventuels ou auprès des actionnaires qui pourraient devenir vos investisseurs demain. Donc, si aujourd'hui vous voulez acquérir cette légitimité ou cette visibilité, il y a toutes les chances que soit vous soyez obligé de dépenser pas mal d'argent en sales, en génération, qualification de lead, en prospection commerciale, soit en marketing.
Et si vous ne pouvez pas le faire dans ce cadre-là, il vous faut le temps d'acquérir plusieurs références clients qui vont vous permettre d'avoir cette légitimité et cette visibilité. Notre arme secrète va vous permettre tout de suite de monter en légitimité, en visibilité auprès du marché. Le dernier point, c'est le réseau. Un réseau de contacts professionnels utile. Alors, ce réseau, ça peut être là aussi des prospects, ça peut être des investisseurs, ça peut être des partenaires, ça peut même être des fournisseurs. Et donc, la question pour un start-upper, notamment en early stage, c'est comment je constitue mon réseau et comment je le constitue le plus vite possible sans effectivement perdre tout ce temps, sans dépenser énormément en Marcom et avoir un réseau qui soit prêt pour moi pour accélérer ma réussite. C'est exactement ce qu'on va pouvoir vous proposer. Voilà. Et le temps que vous allez gagner, il va être utilisé à d'autres choses. Il va être utilisé pour vous, pour prendre du recul. Il va être utilisé pour prendre le temps de la réflexion. Il va être utilisé pour pouvoir échanger avec d'autres personnes sur la légitimité de vos réflexions, de vos hypothèses, de vos idées. Il va vous permettre, si vous êtes mono-dirigeant et fondateur, de vous affranchir un peu de la solitude du dirigeant face à ses responsabilités. Et puis, si vous êtes deux, il va vous permettre éventuellement de trancher des points de vue différents que vous pourriez avoir avec votre associé. Tout cela, en fait, n'a qu'un seul objet, accélérer la réussite de votre projet. Donc, vous l'avez deviné, parce que c'est quand même le but du jour, l'arme secrète, c'est l'advisory board, qui est un vrai accélérateur de succès des projets d'entrepreneuriat. Alors, avant qu'on aille plus loin, c'est là où on était censé faire le premier sondage et de savoir parmi vous qui savait ce qu'était un advisory board, qui en avait son fonctionnement et qui en avait déjà constitué un. Est-ce qu'on peut rapidement avoir un feedback à travers du coup la messagerie instantanée? Yes, je viens de poser la question du coup dans le chat pour ceux qui connaissent l'advisory board et son fonctionnement. Si vous pouviez répondre à cette petite question. Je ne sais pas si vous voyez, Richard, les réponses. Alors, il y a 3 noms, j'en ai entendu parler, je connais le fonctionnement, mais ce n'est pas hyper clair. OK. Bon. Alors, tant mieux, on va essayer d'apporter les réponses à ces questions. Je vous ai mis 2 citations en bas avant qu'on aille un petit peu plus loin, qui sont importantes. La première, c'est Maître Yoda. Et la seconde, c'est le témoignage d'une directrice des investissements d'Elaya. Alors, Elaya, c'est une VC qui est spécialisée notamment sur les early stage. Et la question était, mais puisque vous prenez des start-upers early stage en sortie d'incubateur ou autre, comment vous arrivez à les juger, comment vous placez votre investissement alors qu'elles n'ont pas forcément encore fait du chiffre d'affaires, qu'elles n'ont même pas forcément un produit en place, etc. Et la réponse, c'était, et gardez ça en tête, en fait, nous, on va, avant d'investir, on va évaluer quel est le niveau de richesse principale de cette early stage. Et sa richesse principale, c'est son capital humain. Et donc, on va peser 2 critères. Le premier, c'est est-ce que le fondateur ou les fondateurs ont le bon mindset? Est-ce qu'on pense qu'ils ont le bon mindset pour se développer, grandir et réussir? Et la deuxième, c'est sont-ils bien entourés? Leur équipe autour d'eux, les experts autour d'eux, le board, l'advisory board autour d'eux. Donc, il y a un sondage qui dit qu'en gros, une start-up sur 2 qui a un advisory board l'a eu sous l'impulsion d'une VC. Voilà, vous avez la manière dont, de l'autre côté, du côté de vos investisseurs, les gens réagissent. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir sur ce qu'est donc l'advisory board. Comme vous pouvez le voir sur le slide,
l'advisory board, c'est d'avoir des sages sur votre dos. Voilà, ça c'est en quelques mots. Vous avez des sages sur votre dos. Et ces sages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous accompagner dans votre apprentissage et dans votre quête de succès en vous prodiguant leurs conseils. Alors, le seul point sur lequel je peux vous rassurer, c'est que contrairement à Maître Yoda, vous les avez sur le dos au sens figuré du terme et je ne vous incite pas à les porter réellement sur votre dos. Cela pourrait être une charge supplémentaire, non pas pour l'entreprise, mais pour vous. Mais voilà, c'est un conseil de sage, l'advisory board. Alors, je vais essayer, sur ce conseil de sage, d'aborder toutes les réponses aux questions que j'ai déjà eues de la part de vos collègues start-upers sur c'est quoi, ça sert à quoi, c'est qui les membres, il en faut combien, il faut se réunir tous les combien, comment ça marche, c'est quand, ça coûte combien, où je les trouve, etc. etc. Donc, c'est l'objet de ce que je vais vous présenter maintenant. Toute question à laquelle je n'aurais pas répondu, gardez-la sous le coude et à la fin, soyez complètement libre de me la poser ou si un point n'est pas clair, bien évidemment, soyez totalement libre de revenir dessus. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? Alors, la première chose, c'est ce conseil des sages, comme le mot advisory veut le dire, c'est un conseil consultatif. Donc, c'est très important. Contrairement à un board of directors, il n'est là que pour être consulté. Il ne prend aucune décision. Les décisions sont celles des dirigeants. C'est le dirigeant qui sollicite son advisory board pour aborder avec lui ses enjeux stratégiques, voire opérationnels. Et c'est un conseil des sages qui est là pour conseiller. Il n'est pas là pour décider. C'est une intelligence collaborative. C'est une intelligence d'aide à la décision. Voilà, c'est très important. La décision reste vôtre. Les apports de l'advisory board, le pourquoi il faut en faire un, alors, je les ai évoqués en amont. Ça vous permet d'avoir des experts sur des sujets sur lesquels vous pouvez être court, selon votre formation, votre expérience, votre parcours, et que vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer à l'instant T. C'est beaucoup d'expérience. Encore une fois, ce ne sont pas des consultants, ce sont des professionnels agissant sur les marchés. Donc, ce n'est pas des consultants, c'est différent que du consulting, c'est bien des professionnels. Donc, ils vont vous amener l'expérience, leur savoir-faire et, si possible, vous aider à ne pas faire les erreurs qu'ils ont fait eux-mêmes dans leur parcours. Comme je le disais, ils vont vous donner de la légitimité sur votre marché parce qu'effectivement, dans le sentiment de est-ce que le ou les dirigeants sont bien entourés, sont bien accompagnés, le fait que vous soyez entouré de professionnels qui agissent sur la durée, sur vos réflexions stratégiques opérationnelles, par définition, va créer de la légitimité sur le marché. Leur réputation même va en créer, puisque les gens vont se dire « Tiens, si cette personne est à l'advisory board de cette start-up, c'est qu'elle y croit, et donc, comme j'ai confiance en cette personne, il y a sûrement quelque chose à creuser auprès de cette start-up. » Ils vont vous amener de la visibilité sur le marché aussi, de par leur réputation, et, qui est l'autre point, de par le réseau qu'ils vont vous offrir. C'est-à-dire que par définition, dans un advisory board, vous allez pouvoir solliciter les membres de votre advisory board pour qu'ils vous ouvrent leur réseau. Ce n'est pas contractuel, mais c'est de fait. C'est-à-dire que l'empathique va créer un advisory board. Si à un moment donné, vous prospectez une entreprise et que l'un des membres de votre advisory board connaît les contacts qui vous intéressent, il va tout naturellement vous aider, être un facilitateur de mise en relation. Pareil pour les venture capitalistes ou autres investisseurs, business angels, etc.
Donc, ça va vous offrir une visibilité que vous ne pouvez peut-être pas acquérir à court terme. Donc, c'est très important. Après le pourquoi, ce que j'ai donné là est le pourquoi objectif. Je vais vous donner le pourquoi subjectif, c'est-à-dire ce que ça peut vous apporter à vous personnellement. Premièrement, ça vous permet de prendre du recul. Je parlais tout à l'heure d'avoir la tête dans le guidon. Je pense que c'est votre cas à tous. L'advisory board, par définition, va vous obliger à prendre du recul, à poser le stylo, à réfléchir aux enjeux que vous voulez mettre en œuvre, auxquels vous voulez répondre, et à formuler et formaliser la réponse à ces enjeux afin de la partager avec l'advisory board. Ça va vous permettre de recueillir des feedbacks, ce qui est un point important. Ça va vous permettre aussi, tout simplement par, je dirais, alchimie, d'acquérir de l'expérience. Ça va vous permettre, bien sûr, de renforcer la confiance en vous, et dans vos idées et dans votre mode de fonctionnement. Et tout à l'heure, je l'ai dit, ça peut permettre à la fois, si vous êtes seul, de rompre la solitude du dirigeant devant ses décisions, et ça permet, si vous êtes plusieurs, de pouvoir arbitrer des points de vue opposés qui pourraient, des désaccords qui pourraient être ennuyeux entre cofondateurs. Voilà. Alors, ça, c'est le pourquoi, le qui. Donc, on l'a dit, ce sont des professionnels qui ont une expertise, qui ont de l'expérience. On reviendra sur le nombre de membres de l'advisory board. Il faut que ces expertises soient complémentaires. Qu'elles soient complémentaires à vos propres expertises au sein de l'entreprise, que ce soit des dirigeants ou peut-être des membres de votre équipe, et il faut qu'ils soient complémentaires entre eux. Ce n'est pas la peine de doublonner. Tant qu'à faire, utilisez cet advisory board pour que vous ayez le maximum de compétences on-board telles que vous avez identifié celles qui sont essentielles à la croissance de votre entreprise. Favorisez donc la diversité. Voilà, c'est un mot à la mode, mais c'est exactement ça. Autre point important, il faut qu'elle soit impartiale et neutre de décision. Donc, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et pas de lien hiérarchique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas forcément des actionnaires, parce qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts, pas forcément, ce qui est le premier réflexe, des gens de votre entourage, des amis, des camarades de promotion, etc. Parce qu'ils ne sont pas forcément neutres d'intérêt. Par définition, ils vous sont acquis. Or là, l'objet, c'est de vous supporter, ce n'est pas de vous soutenir. Pour revenir ensuite sur les qualités humaines que doit avoir un advisory board, il doit avoir deux choses. Il doit être bienveillant, voilà, comme pourrait l'être un camarade de promo ou une connaissance ou quelqu'un de sa famille. Il doit être bienveillant, mais il doit être challengeant. Il est là pour soit valider vos idées, soit vous en apporter de nouvelles, soit remettre en cause les idées que vous avez. Donc, faites attention à cette, entre guillemets, neutralité d'intérêt, parce que le réflexe classique, c'est bien évidemment d'aller dans son entourage proche et d'aller chercher des gens qu'on connaît bien. Voilà, ça peut être très utile, c'est à double tranchant. Le nombre, le combien. Pour une start-up, et notamment en early stage, le nombre idéal est entre 3 et 5. Inutile d'aller en chercher plus pour deux raisons. Un souci d'efficacité. Ça n'a pas de sens de donner la parole à une dizaine de personnes quand on est une start-up early stage.
Il vaut mieux avoir moins d'avis, mais plus pointus. Deuxièmement, dans la valorisation de l'apport des membres de votre advisory board. S'ils sont 10 autour de la table, finalement, le droit à la parole de certains va être très faible, va être réduit, et très vite, ils vont se démotiver. Donc, il vaut mieux que vous ayez 3 ou 4, ou voire 5 personnes extrêmement motivées à vos côtés pour vous aider à réussir et qui ont un vrai droit à la parole, de fait, que d'avoir 10 personnes autour de la table, dont 3-4 finalement vont jamais parler ou très peu parler et vont finir par ne plus venir. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, 2 choses. Votre advisory board peut évoluer dans le temps, selon votre croissance et selon vos besoins. Donc, même si vous en avez 3 pour démarrer, demain, vous en aurez peut-être 5, vous en aurez peut-être 6 ou peut-être 7, selon la taille d'entreprise à laquelle vous êtes arrivé. De la même manière, un advisory board, c'est un engagement dans le temps. Les gens vous accompagnent sur la durée. Maintenant, vous pouvez très bien fixer un timing qui vous permette à un instant donné de changer le profil des advisory board members que vous aurez pour prendre les compétences dont vous avez besoin maintenant et peut-être vous passer de compétences dont vous avez eu besoin et qui sont maintenant fournies en interne. Donc, vous pouvez faire ce changement. C'est une des grosses différences aussi entre un board of directors et un advisory board. Encore une fois, un advisory board, c'est consultatif et ce n'est pas statutaire. Donc, il y a une grande flexibilité sur comment on le constitue, quand est-ce qu'il se réunit, etc., etc. Donc, profitez de cette flexibilité. Comment ? Le comment, le mot qui résume tout, c'est « enjoy ». C'est-à-dire que c'est un moment précieux pour vous. Profitez-en. D'abord, c'est vous qui faites l'agenda. Donc, c'est un point super important. C'est-à-dire que par définition, vous allez traiter que de sujets qui vous intéressent fortement, puisque c'est vous qui faites l'agenda. Et c'est des sujets qui vous préoccupent. Deuxièmement, pour travailler sur ces sujets, vous avez des professionnels de grande qualité. Donc, profitez de ce moment au maximum pour en retirer le plus de valeur. Et donc, mes 2 conseils pour profiter pour ce enjoy, c'est 1, avant la préparation. Préparez soigneusement votre advisory board. Faites un ordre du jour précis des sujets que vous voulez traiter. Communiquez-le suffisamment en avance avec les membres de votre advisory board pour qu'ils aient le temps d'y réfléchir en amont. Préparez les choses attentivement et animez les choses comme il faut. Je me permets de poser une question là-dessus. Bien sûr. Ça veut dire que en fait, l'advisory board, c'est un modèle où on réunit tout le monde en même temps. On met tout le monde dans Oui, une pièce absolument. ou sur une visio. Ce n'est pas un par-ci, un par-là. Ah non, 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 non. Non, non. Un advisory board, c'est un brainstorming entre les dirigeants, éventuellement même des membres de votre équipe que vous souhaitez voir partager. C'est vous qui définissez le casting et l'ensemble des membres de votre advisory board. OK, merci. Donc oui, c'est un brainstorming commun, c'est ensemble. Sinon, ça s'appelle des consultants, des mentors, ça a plein d'autres noms. Mais un advisory board, c'est vraiment un conseil des sages. Et le conseil des sages, il se réunit en même temps. C'est l'avantage de ne pas les porter physiquement sur votre dos. Pendant la session, je vais vous... mon point, je vais rester sur les mots anglais. No offense, no defense. Parfois, alors que c'est vous qui avez mis l'ordre du jour sur la table, vous allez avoir un sentiment de masochisme parce que vous allez vous faire challenger fortement. Il n'y a pas d'offense. Ces gens sont là pour vous challenger
mais ils sont bienveillants, ils sont là pour le succès de votre entreprise. Donc, soyez à l'écoute, écoutez un maximum, prenez un maximum d'input, ne vous défendez pas, ce n'est pas l'objet. Voilà, c'est laisser exprimer votre propre point de vue, mais soyez pas dans un mode défensif, genre ils n'ont rien compris ou ils ont, etc., etc. De toute façon, à la fin, la décision vous appartient. Elle ne sera que vôtre. Donc, prenez le maximum d'input, réfléchissez-y à froid après la séance et après, prenez votre décision en toute connaissance de cause. Voilà. Donc, n'ayez pas ce sentiment de masochisme et ne surréagissez pas dessus. Enfin, pour en avoir vécu beaucoup, c'est une tendance naturelle. On arrive avec des idées qu'on veut mettre sur la table, mais on a une certaine certitude là-dessus. Et puis, on se fait challenger. Donc, le réflexe normal, c'est d'aller au combat. Allez pas au combat. Il n'y a pas lieu d'être. Et encore une fois, ce n'est pas un board of directors. Aucune décision ne sera prise qui ne soit pas la vôtre. Donc, profitez au maximum du moment. Voilà. C'est un moment de partage, un moment d'enrichissement de votre réflexion. Et de toute façon, l'enjeu à la fin, c'est une décision qui est vôtre. Donc, profitez bien de ce moment. Quand? Alors, on va parler durée, périodicité. La durée d'un advisory board, je disais avant toujours 3 heures, c'est-à-dire une demi-journée. 2 heures fonctionne aussi, pour l'avoir vécu concrètement avec des entreprises. En gros, 2 ou 3 heures, vous pouvez avoir pas mal de matière. Ça ne sert à rien que ce soit plus long, d'abord parce que ça dilue, et en plus parce que, encore une fois, c'est des professionnels qui ont une activité à côté, et selon la fréquence dont on va parler, vous ne pouvez pas les bloquer des journées entières. Donc, 2 à 3 heures est le format idéal pour ce type de réunion. La périodicité, alors, il n'y a pas de règle. Ça peut être tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Si vous êtes une early stage, je dirais plutôt toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois. Si vous êtes une start-up plus mature, une fois tous les 3 mois est sans doute suffisant. Dans des grands groupes, il y a même des advisory boards qui se réunissent une fois tous les 6 mois. Et là, c'est pour des entreprises plus matures. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on utilise l'advisory board quand on est une start-up pour compléter aussi l'expertise que l'on n'a pas. Donc, se réunir moins d'une fois tous les 3 mois est pas très efficient. Donc voilà, mon conseil, c'est choisissez la période qui vous convient, mais je dirais si vous êtes en early stage, c'est plutôt 6 semaines ou 2 mois, et si vous êtes plus mature, 3 mois. La durée d'un advisory board, alors ça va dépendre, on va parler du gratuit, pas gratuit. La durée minimum, 1 an. Parce qu'encore une fois, il faut qu'en 2 heures ou 3 heures, vous retiriez de la valeur de ce que disent vos membres de l'advisory board. Donc, il faut qu'ils connaissent bien l'entreprise. Vous ne pouvez pas vous permettre à chaque fois de redémarrer au départ d'où vous en êtes, ce que vous avez fait, l'histoire de l'entreprise, etc. Le point de départ, par contre, à chaque fois, ça doit être « voilà la vie de l'entreprise depuis qu'on s'est quitté lors du dernier advisory board. Et voilà éventuellement les décisions que j'ai prises ou pas prises par rapport à nos dernières discussions. » Voilà, ça suffit. 1, ça valorise les membres de votre advisory board sur la contribution qu'ils ont eue à votre succès. 2, ça les remet tout de suite dans le bain sur où on en est et pourquoi ces nouvelles problématiques qui sont l'ordre du jour de votre nouvel advisory board. Et donc, c'est bien un accompagnement dans la durée. Donc, 1 an, pour moi, est la durée minimum. Logiquement, un advisory board, comme un board of directors, vous accompagne dans toute la durée de vie de l'entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut changer en effectif,
il peut changer dans les personnes qui le composent, mais c'est vraiment un conseil des sages. Enfin, voilà, vous en retirez de la valeur, donc il n'y a pas de sens d'y renoncer. Voilà. Mais un an est l'engagement minimum que vous devez avoir pour pouvoir être sûr de tirer de la valeur des entrevues que vous avez avec vos membres. Alors, question qui revient souvent. Alors, les deux questions les plus tendues qui reviennent souvent, c'est est-ce que c'est payant, pas payant? Est-ce que je dois payer, pas payer? Et où est-ce que je trouve les oiseaux? Où est-ce que je trouve les maîtres Yoda? Alors, on va parler du coût. Alors, il n'y a pas de règle. Contrairement à un advisory board, il n'y a pas de règle. Ça peut être gratuit. Il n'y a aucune règle. Alors, on va commencer par votre réflexion. Ah, vous m'avez perdu? Le son est saccadé et déchiré. Ah. Est-ce que je peux supprimer déjà mon image? Est-ce que vous m'entendez mieux? Ouais, c'est mieux, mais vous pouvez peut-être répéter ce que vous disiez là à l'instant. Il y avait pas de règles du coup, pour le coup. Sur payer, pas payer, oui. L'image de mon côté, donc. Oh là, c'est moi qui ne vous entends plus. Attendez. Vous m'entendez là? Oui. Ouais, c'est bon. D'accord. Vous étiez en train de dire où trouver le maître Yoda. Oui, alors j'ai dit est-ce que ça coûte de l'argent et où trouver les maîtres Yoda? Alors, je vais commencer par la question de l'argent et puis je finirai par où trouver les maîtres Yoda. Alors, la question de l'argent, et vous me re-arrêtez si ça coupe, il n'y a pas de règle. Les membres d'un advisory board peuvent ou non être rémunérés. Il n'y a pas de règle. Alors, la tendance naturelle dans un monde idéal pour des jeunes start-upers comme vous êtes, c'est eh ben, tant mieux, on va le faire gratuit. La bonne nouvelle, c'est que ça marche. Enfin, ça peut marcher. C'est-à-dire que vous allez trouver dans votre réseau, sur le marché, des gens qui, un peu comme l'agence touriste, ont cette volonté de partager leur savoir-faire, ont cette volonté d'aider des jeunes, ont cette volonté d'être dynamisés par des nouveaux projets comme ceux que vous pouvez amener avec vos idées neuves. Et donc, vous allez pouvoir trouver des professionnels qui sont prêts à agir dans un advisory board gratuitement. Vous m'entendez toujours? C'est bon? Oui, très bien. Ouais, super. D'accord. Donc, c'est possible. Pourtant, quand on regarde les statistiques, il n'y a que 15% des advisory boards qui ne donnent pas lieu à rémunération. Et donc, la question, c'est, puisque ça a l'air d'être un monde idéal avec des start-upers qui ont peu de moyens et des gens bienveillants qui sont prêts à aider, pourquoi il n'y en a que 15%? En fait, il y a 2-3 écueils. Le premier écueil, c'est l'érosion de l'assiduité. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas payé, par définition, vous êtes basé sur le volontariat. Et ce qu'on observe, c'est qu'au début, tout le monde est volontaire et motivé. Tous les membres de l'advisory board sont volontaires et motivés. Et au fil du temps, ils sont rattrapés par leurs obligations professionnelles. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas des consultants, c'est des professionnels. Donc, ils exercent des fonctions à côté. Et à un moment donné, vous allez vous trouver en concurrence dans leur agenda, dans leur timing, avec des obligations qui donnent lieu à rémunération. Parce que c'est leur job, parce qu'ils font du management de transition, parce qu'ils sont dans un advisory board rémunéré, parce que, etc., etc. Et donc, ce qu'on observe dans les advisory boards gratuits, c'est que malheureusement, il y a une érosion de l'assiduité des membres. Or, quand vous en avez que 3, 4 ou 5, très vite, l'advisory board, ça devient du mentorat, mais ce n'est plus de l'advisory board.
Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est la capacité à dire non. Je reviens sur ce que j'ai dit sur la possibilité de changer un membre de l'advisory board parce que vous aviez un directeur commercial dans votre advisory board et puis que vous êtes étoffé sur votre équipe commerciale et que vous avez d'ailleurs un très bon directeur commercial et que vous ne voyez plus vraiment le besoin de l'avoir dans l'advisory board. Par contre, vous auriez envie d'avoir un DRH dans votre advisory board parce que vous commencez à recruter. Donc, vous avez plein de questions sur comment recruter, comment retenir les gens, comment les motiver, etc. Et donc, vous aimeriez switcher. Si vous avez des membres qui sont rémunérés, le pouvoir de dire non est facile, puisqu'il y a une contribution financière. Si vous avez des volontaires qui sont là gratuitement, c'est compliqué d'expliquer que peut-être on n'a plus besoin de lui parce que l'entreprise a évolué et qu'on aimerait qu'il passe la main. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours facile à faire. A contrario, quand vous rémunérez les gens, premièrement, c'est une récompense de leur assiduité. Et puis, quelque part, ils se sentent redevables, bien évidemment. Et c'est une récompense de l'efficacité, c'est une reconnaissance de votre part de la valeur ajoutée qu'ils amènent à votre entreprise. Donc, c'est un premier effet vertueux. Le deuxième effet vertueux, c'est, comme vous le savez, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Quand vous vous engagez financièrement auprès des membres de votre advisory board, tout ce que je disais tout à l'heure sur la capacité d'écoute, de reprendre les idées, de structurer votre AB pour qu'il soit super efficace, etc., vous allez le faire naturellement parce que ça vous coûte de l'argent. Et donc, vous allez vous dire, comme ça me coûte de l'argent, il faut que je tire un maximum de valeur ajoutée des advisory boards que je fais. Donc, c'est un effet vertueux qui va vous obliger à… et c'est pareil de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous touchez une rémunération, une contribution, votre membre de l'advisory board ne va avoir de cesse d'essayer de prouver qui vous amène de la valeur au-delà des investissements que vous pouvez faire. Alors ensuite, si ce n'est pas gratuit, comment rémunérer? Vous avez deux manières qui peuvent être complémentaires d'ailleurs, soit en numéraire, soit en equity. Alors, quand c'est de l'equity, la règle, alors il n'y a pas de règle non plus, c'est toujours la même chose, puisqu'encore une fois, un board n'est pas statutaire, mais en général, un membre d'un advisory board peut toucher entre 0,1 et 1%, donc vous voyez une échelle de 1 à 10, de 0,1 à 1% de votre capital. Et quand vous constituez un board, en gros, il ne faut pas y consacrer plus de 2 à 3% de votre capital, sachant qu'en plus, votre capital risque d'être dilué si vous faites une levée de fonds plus tard. Mais du coup, juste par rapport à ce point-là, si on les met en equity, du coup, il n'y a plus d'impartialité. Enfin, ils sont forcément plus neutres, quoi. Et c'est un excellent point. Je ne suis pas fanat personnellement de l'equity pour deux raisons. La première, c'est exactement celle que vous avez évoquée, c'est qu'à partir du moment où on a de l'equity, on n'est pas totalement neutre d'intérêt. Alors, encore une fois, quand c'est 1%, ce n'est pas comme 3 actionnaires qui se déchirent, dont 2 peuvent sortir le 3e parce qu'ils ont plus de 50% de… Mais il y a une vraie question d'impartialité, d'intérêt. Et la deuxième question, c'est si ça ne se passe pas bien. Imaginons que vous soyez déçu par la valeur que vous retirez de votre advisory board. Si vous payez les gens en numéraire, mais c'est simple, à la fin de la période que vous avez contractée avec eux, vous arrêtez et il n'y a plus de lien entre eux et vous. Si vous avez partagé de l'equity, vous pouvez arrêter votre collaboration
mais l'equity, elle reste acquise. Donc, vous avez dans votre capital, et même si c'est qu'à hauteur de 2 ou 3%, vous avez dans votre capital des gens dont vous ne reconnaissez pas la valeur ajoutée, le rapport dans votre entreprise, ce qui est toujours embêtant. Voilà. Donc, c'est le sujet sur lequel, effectivement, je vous demande d'être vigilant, qui est presque encore plus important sur ce point-là que la neutralité. Voilà. Dernier point, où trouver les maîtres Yoda? Alors, idéalement, dans votre réseau professionnel, si vous l'avez déjà constitué. Voilà. Avec effectivement toutes les restrictions que j'ai pu vous mettre tout à l'heure. Ne dupliquez pas vos propres expertises et votre propre expérience. Ne remplissez pas votre advisory board avec vos camarades de promo ou avec votre cousin qui est dans le business, etc., etc. Donc, idéalement, voilà, c'est comme ça. Si vous êtes en early stage, comme c'est le cas quand vous êtes dans un incubateur et que vous n'avez pas forcément le réseau qui va bien, peut-être que votre incubateur peut vous aider à trouver ces profils-là. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, alors vous pouvez recourir, puisque maintenant ça existe, on est content d'avoir été les premiers à le mettre en place. On a mis en place une solution qui s'appelle myadvisoryboard.rocks, qui a fait des petits sur le marché aujourd'hui, et dont le but est effectivement de constituer pour les startups un advisory board sur mesure et immédiatement opérationnel. Alors, c'est quoi sur mesure? C'est comme si vous le cherchiez dans votre réseau, c'est-à-dire que vous allez définir les profils dont vous avez besoin, vous allez définir la périodicité de réunion de votre advisory board et vous allez définir la durée des séances. Voilà. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on fait là aussi, on joue comme un accélérateur de particules. Je disais que l'advisory board permettait d'accélérer la réussite de vos projets. On accélère le process de mise en place de cette arme fatale, de cette arme secrète, en vous constituant l'advisory board sur mesure en collaboration avec vous. Voilà. Donc, on fait ce type de prestations. D'autres, depuis, le font aussi. Il y a d'autres solutions sur le marché. Donc, c'est un moyen d'aller encore plus vite si jamais vous n'avez pas le réseau qui va bien. Voilà, je crois avoir répondu à la plupart des questions qu'en général les startups me posent sur le sujet de l'advisory board. Mais si vous en avez d'autres, je suis bien évidemment à votre disposition et preneur pour les prendre. Du coup, par rapport à la rémunération, si on le fait en numéraire, ce serait à quel ordre d'idée en termes de montant? C'est vrai que c'est un petit peu compliqué à… Oui, alors c'est compliqué parce que je ne connais pas maintenant les offres du marché. Quand on était seul, c'était facile pour moi de vous le dire. Maintenant, c'est compliqué. Donc, tout ce que je peux faire, c'est vous donner l'exemple de ce qu'on fait, mais qui n'est pas forcément révélateur du marché parce qu'on a décidé, nous, de mettre en place un abonnement mensuel. C'est-à-dire de ne pas payer les séances à l'advisory board, mais de faire un abonnement mensuel. Pourquoi? Parce que les startups nous disaient… écoutez, quand nous, on a plein de cash, c'est que tout va bien. Et quand tout va bien, on a moins besoin de conseils. Et quand on ne va pas bien, en général, on n'a pas beaucoup de cash, mais là, on a besoin de beaucoup de conseils. Et on ne peut pas le prendre parce qu'on n'a pas le cash. Donc, comment on fait? Donc, on a mis en place une formule d'abonnement. Alors, je vais vous donner un exemple, mais qui n'est qu'un exemple, mais par définition, c'est celui que je connais. Nous, on propose un abonnement de 499 € par mois. Et pour ce prix-là, vous avez 3 membres d'un advisory board qui se réunissent 2 heures tous les 2 mois pendant une année. Donc, en gros, vous avez 6 advisory boards d'une durée de 2 heures. Alors, on sait aussi faire 4 advisory boards d'une durée de 3 heures, donc une par trimestre, selon la périodicité que choisit l'entrepreneur. Et moi, c'était plus, si on devait le constituer nous-mêmes, oui. À quelle hauteur est-ce qu'on peut les rémunérer en fait? C'est plus ça, c'est que justement, on les fait intervenir. Par exemple, si on les fait intervenir une fois par mois. C'est la même chose.
c'est la même Ok. chose, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que moi, je vous donne le prix de professionnels qui font ça pour que ça vous serve de norme, mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que ma seule règle, c'est, alors, même si vous le faites gratuitement, pensez à deux choses. Enfin, c'est deux conseils, ce n'est pas des règles. La première, c'est selon où vous êtes placé géographiquement ou ce que ça implique pour le membre de l'advisory board, même si c'est gratuit, assurez-vous qu'au moins ça ne coûte pas de l'argent. Donc, défrayez leurs dépenses. C'est la moindre des choses. Prenez en charge leurs dépenses pour participer à votre advisory board. La deuxième, c'est pour créer de l'alchimie entre les membres et pour les remercier de vous honorer de leur présence, essayez de faire un truc sympa. Petit-déj ou dîner ou quoi que ce soit, si c'est à des heures ou déjeuner, si c'est à des heures où justement vous essayez de ne pas leur prendre trop de temps sur leur temps professionnel, essayez de le faire dans un contexte sympa. Ensuite, sur la rémunération, il y a vraiment zéro règle. C'est encore une fois, ça peut être de l'equity et si c'est de l'argent, il n'y a pas de règle, il y a zéro règle. Donc moi, je vous donne le prix tel que peuvent le faire des professionnels auxquels vous recourez. Ça vous donne une idée, mais il n'y a aucune règle. J'ai même vu dans un advisory board américain où ils demandaient, alors sur un early stage, il faut oser, hein, mais c'était l'inverse. Ils demandaient aux membres de l'advisory board de participer financièrement à l'entreprise. Alors eux, ils n'étaient pas neutres. Un, par définition, les gens étaient plus impartiaux. Et deux, c'est les membres de l'advisory board qui, pour montrer leur attachement ou leur empathie à la start-up, mettaient de l'argent sur la table. Mais j'ai vu ça qu'une fois, hein, et je ne sais pas quel succès ils ont eu. Mais voilà, je peux juste vous donner l'ordre de ce que une équipe professionnelle peut facturer. Après, voilà, que ça vous serve d'étalon, mais il y a vraiment zéro règle. Encore une fois, vous n'êtes pas face à un board of directors, il n'y a aucune règle de rémunération, aucune règle de périodicité de rencontre, aucune règle de constitution de l'advisory board sur le nombre de membres, leur profil, etc. Donc, profitez-en pour faire ce qui vous semble le plus pertinent et le plus efficace pour vous accompagner. C'est vraiment le but. Une autre question qui est un peu liée à ce que vient de dire Enzo. Ouais. J'imagine que vous faites partie de certains advisory boards. Oui. Si on se place maintenant de l'autre côté, imaginons qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont dans mon réseau et qui m'intéressent, qui pourraient apporter de l'expertise et qui correspondent au profil que vous avez décrit. Si on se place du côté de cette personne-là, qu'est-ce qui la motive pour faire partie d'un advisory board, à part le projet? Comment je peux la motiver en plus, sans parler de rétribution, de contribution financière? À part le projet, non. C'est le projet et vous. Les gens que tu vas mettre en contact. Voilà. C'est vous et le projet qui la motivent. Les besoins, tout à l'heure, j'expliquais ce qu'était encore une fois l'agence Tourisque, mais voilà, il y a des gens qui ont besoin d'avoir de plus en plus un sens à leur action. Donc, le fait de dire, c'est ce qui m'est arrivé à titre personnel, et d'ailleurs, je suis aussi membre d'Advisory Board. J'ai commencé par des advisory boards gratuits, voilà, parce que j'avais volonté de transmettre, j'avais volonté de rendre un peu à la société civile ce qu'elle m'avait donné, j'avais volonté d'aider des jeunes. J'ai commencé par être mentor, parrain pour des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, et que j'ai voulu prolonger cela, et qu'en plus je trouvais extrêmement vivifiant de rencontrer plein de jeunes start-upers avec plein d'idées nouvelles, avec plein de sujets nouveaux. Moi, je ne suis pas de la génération Web 3.0, par exemple. Donc, devoir m'intéresser à ces sujets-là sont motivants intellectuellement. Et voilà. Et puis, de temps en temps, c'est la personnalité du dirigeant qui m'a attiré et qui m'a fait dire oui. Dans beaucoup de cas, c'est la cause qu'il suivait. Effectivement, je ne contribuais gratuitement qu'à des advisory boards qui avaient un but sociétal.
que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour l'inclusion, que ce soit, etc. Voilà, c'est ça qui motive de le faire. La rémunération n'est pas là pour motiver, elle n'est jamais suffisante pour motiver. Il faut que c'est vraiment, tout à l'heure, je disais que c'est une reconnaissance de votre part à vos membres. Vous n'allez pas les attirer sur la rémunération. Donc, il faut qu'ils aient ça ancré en eux et qu'ils soient attirés, enfin, qu'ils aient non seulement cette volonté de transmettre, d'aider, d'accompagner, et qu'ils soient attirés par le profil du dirigeant et par la cause qu'il mène. Ou alors, il peut avoir des idées derrière la tête demain, mais c'est plus neutre d'intérêt de dire si ça se passe bien, je m'associerai bien avec, ou je rentrerai bien dans le capital, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais les vraies motivations, ils sont là. Il faut, dans sa tête, avoir cette démarche de volonté d'aider, d'accompagner. Et puis, à la fin, oui, on est séduit par un projet, on est séduit par les personnes qui portent ce projet, et c'est ce qui nous donne envie de faire partie de l'aventure ou pas. Ok, très clair. Et totalement aligné sur la partie financière. Je ne le voyais pas du tout comme une motivation initiale, à la limite quelque chose qui s'ajoute, mais très clair. Oui, c'est ça. C'est vraiment une reconnaissance de « je te remercie d'être là, d'être présent malgré ton emploi du temps et je te remercie des conseils sages que tu me donnes et que j'intègre dans ma réflexion pour mon entreprise. » Voilà. Et je le reconnais à travers cette rémunération. Ça s'arrête là. Je peux partager avec vous mon expérience dans la matière, dans la mesure où j'ai eu à organiser plusieurs advisory boards aussi. Je travaille dans la pharma, donc on travaille souvent avec les KOL pour différents projets. Oui. Donc, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Richard. Hein. C'est juste, pour ma part, je vais répondre à quelques questions de rémunération ou de périodicité et de ce qu'on fait pour donner une idée. Alors, pour le quoi, ça dépend en fait de ce qu'on fait. Nous, on a l'habitude de faire des advisory boards institutionnels, on fait des advisory boards produits et on fait des advisory boards projets. Et donc, du coup, le pourquoi, c'est l'objectif de chaque advisory board qui varie. Et comme l'objectif varie, le qui, ceux qui vont intervenir dans les advisory boards, varie aussi. On ne va pas avoir les mêmes profils de ceux qui sont dans le board institutionnel ou ceux qui sont dans le board produit ou ceux qui sont dans le board projet. Donc ça pour dire que, comme a dit Richard, les membres diffèrent en fonction de chaque projet. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le monde à chaque fois. Combien de fois? Bon, pour les institutionnels, on a l'habitude d'en faire une fois par an. Pour les produits, c'est 2 fois par an, puisque les produits dans la pharma, il y a 2 campagnes marketing dans l'année, donc généralement, c'est 2 fois par an. Et puis pour les projets, à chaque fois que ça nécessite, à chaque fois qu'on a un projet, par projet, c'est pas tous les projets, c'est pas à tous les projets qu'on va coller des advisory boards, mais s'il y a des projets touchy d'enregistrement de produits ou de médicaments, voilà, on va mettre en place un advisory board pour nous conseiller. Là, c'est très important. Comme a dit Richard, c'est une activité de conseil et non pas de consulting. C'est-à-dire, ces mecs-là, enfin, ces gens sont payés pour nous donner des solutions. Donc, je ne prends pas pour moi s'ils cassent, ils disent ce qu'ils veulent dans la mesure où ça sert mon produit, ça sert mes intérêts. Donc, je les paie pour ça. Et comme je les paie pour ça, je demande ce que j'en ai pour mon argent. Alors, la rémunération, généralement, c'est les rémunérations autour de 1 000 1 500 € au jour. Mais après, ça dépend du format. Si c'est 1 heure, si c'est 2 heures, ça dépend on peut être au tarif horaire. Je parle de brut, hein, parce que la plupart, c'est des sociétés avec lesquelles on interagit. Donc là, ça peut être, oui, 500 €, je pense, plus frais, hein, évidemment. Donc là, on peut commencer par 3 ou 4 membres. Et donc là, si vous allez payer 2 000 € pour un advisory board, croyez-moi, vous n'allez pas perdre une minute. Vous allez lister tous vos problèmes et vous allez essayer d'avoir toutes les solutions. Voilà, j'espère avoir été bref et concis. Et puis le format, ça peut être en présentiel. Donc là, on fait des petits déj ou déjeuner ou dîner. Mais généralement, là, on privilégie tout ce qui est virtuel. Donc, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de… C'est juste… il y a un autre point, par contre, que vous avez oublié, Richard, et qui est très, très important, c'est les NDA. Il faut leur faire signer un Non-Disclosure Agreement.
Parce que là, vous allez parler de choses stratégiques et opérationnelles, et s'ils ne sont pas payés et s'ils n'ont pas de contrat, ils risquent de le répéter ailleurs, et ce qui ne sera pas dans votre intérêt. Donc, il faut absolument signer une clause de confidentialité. OK. Alors, juste, j'ai mentionné deux choses. Oui, sur les coûts, c'est à peu près ça. Effectivement, c'est entre 1 500 € et 2 000 sur les advisory boards. Ross, ce que vous avez décrit est effectivement complètement légitime. Je ne suis pas rentré dans ce détail-là parce que là, on parle plutôt d'advisory board early stage. Et donc, je l'ai vraiment défini comme l'instance unique qui accompagne dans la durée la start-up et non pas effectivement des différents advisory boards qui vont, comme vous l'avez dit, pouvoir se décliner soit par projet, soit sur d'autres thèmes. Et sur, voilà. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure de périodicité. Les périodicités pour les startups et a fortiori early stage, bien évidemment, c'est plus rapide. Les 6 mois ou autre, c'est impossible. Les business models bougent trop vite et les startups elles-mêmes changent de direction trop vite. Mais merci pour ce complément d'information. Et sur les NDA, oui, bien sûr, si dans votre notamment si vous êtes une entreprise dans la tech, dans la biotech ou autre, n'hésitez pas à faire signer des NDA. Alors, je vais juste faire un petit bémol par rapport à ce que vous avez dit, Ross. Oui, je participe à des advisory boards, soit en virtuel, soit en présentiel. Notamment pour une start-up, mon conseil, c'est présentiel autant que faire se peut. Parce que quand vous êtes accompagné dans la durée, il y a une empathie ou un ownership qui se crée, qui malgré tout ne reste pas le même si vous êtes en visio ou si vous êtes en présentiel. Donc, si vous êtes une start-up en province et que vos membres d'advisory board sont parisiens, oui, c'est sans doute bien la visio, comme l'a dit Ross, ça évite énormément de frais que vous allez devoir prendre en charge. Sans compter le problème de disponibilité des gens, puisqu'il faut rajouter le transport, voire peut-être l'hébergement à leur disponibilité. Si vous êtes localement dans la même région, mon conseil reste quand même le présentiel, parce que pour le vivre avec beaucoup de startups, quand j'accompagne pendant 1 an une startup en tant que membre d'un advisory board, à la fin, c'est un peu mon bébé aussi, même si j'ai 0% d'action de l'entreprise. Et donc, ça crée cette empathie naturelle et cette alchimie humaine qui reste un point important de fonctionnement d'un advisory board. Oui, absolument. En tout cas, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, moi, j'ai juste une dernière question, si possible, concernant l'equity. Juste pour précision, en fait, est-ce qu'il y a une classe d'equity spécifique? Parce que je sais que potentiellement, peut-être on peut appliquer une sorte de vesting ou ce genre de mécanisme avec potentiellement un membre de l'advisory board. Est-ce qu'il y a des mécaniques de l'equity? Parce que tout à l'heure, vous parliez de possibilité de vote, ou bien quand on ne souhaite pas nécessairement continuer avec cette personne, il reste dans la boîte parce qu'il a déjà de l'equity. Est-ce qu'il y a une mécanique un peu style BSPCE ou autre? La mécanique, effectivement, quand vous décidez quand même de fonctionner avec de l'equity, c'est que bien évidemment, l'equity soit dilué dans le temps par rapport à la présence de la personne. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais qu'un organisme permanent, c'est un conseil permanent, parce que, encore une fois, pourquoi se passer d'un conseil des sages quand on peut en avoir un? Pourquoi s'en passer quand on est une start-up alors que même les grands groupes trouvent que c'est utile et que par définition on a moins de ressources et moins d'expertise qu'eux? Donc c'est Richard, on n'entend rien du tout. Ce que vous pouvez faire, notamment dans les premiers temps, c'est qu'effectivement, renouvelable, avec des possibilités de sortie. Alors là, je ne peux plus rien couper.
Je peux plus rien couper. Donc, je vais recommencer. C'est mieux. Ah, parce que j'ai tout coupé, j'ai plus rien. Donc oui, donc merci Alban, effectivement. N'hésitez pas parce que voilà, tout le mois de juillet, entre 14 et 15 heures, je serai dispo si vous voulez qu'on rediscute Advisory Board pour d'autres questions. Je vous ai mis aussi l'adresse du site sur lequel est mentionné, je dirais, où il y a toute la prose sur pourquoi un Advisory Board, comment, etc. etc. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sur quelle question vous ne m'avez pas entendu, sur lequel je dois finir? Il y avait la dernière question, c'était sur les actions dans le temps. Oui, c'était juste une question rapide concernant le système d'equity, s'il fallait mettre du vesting, du cliff, ce genre de choses. Un peu en inspiration de BSPCE, si c'est possible, en tout cas avec un advisory board. Oui, donc voilà, donc effectivement, deux choses. Définissez une date de fin avec renouvellement de votre advisory board et ne vestez pas, enfin, pour la personne toutes les actions immédiatement. Il faut que ce soit aussi au prorata temporis, afin qu'effectivement, si vous êtes obligé de laisser quelques miettes d'equity, ça ne soit que quelques miettes si jamais vous décidez de ne pas renouveler la participation d'un membre d'un advisory board. Mais ça se réfléchit en amont. La première vraie décision stratégique que vous devez prendre, c'est est-ce que j'ai envie de partager mon equity ou pas? Voilà. C'est le même conseil que je donne pour une levée de fonds ou autre, en disant ce n'est pas parce qu'on a besoin de financement qu'il faut faire une levée de fonds. La première question, elle est dans vos tripes, c'est est-ce que j'ai décidé de partager l'equity de mon entreprise ou pas? Voilà, je crois vous avoir tout dit. Encore une fois, n'hésitez pas, profitez des office hours que Schoolab vous met généreusement à disposition. Pendant tous les jours ouvrés de juillet jusqu'à la fin du mois, donc je serai à votre disposition. Donc prenez un slot si vous voulez qu'on discute une demi-heure encore sur le sujet et que vous voulez qu'on parle plus spécifiquement de votre cas. Et si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir.